L'histoire du soir. Les frères Grimm, la jeune fille sans main. Il était une fois, à l'époque où la farine était écrasée à la pierre, un meunier qui connaissait des temps extrêmement difficiles. Il ne lui restait plus qu'une grosse meule de pierre dans une remise, et derrière la remise, un magnifique pommier en fleurs. Un jour, tandis qu'il allait dans la forêt couper du bois avec sa hache, un étrange vieillard surgit de derrière un arbre. « Pourquoi donc te fatiguer à fendre du bois ?» dit-il. « Écoute-moi bien. Si tu me donnes ce qu'il y a derrière ton moulin, alors je te ferai riche. » « Qu'y a-t-il derrière mon moulin, sinon mon pommier en fleurs ?» pensa le meunier confus. Il accepta donc le marché du vieillard. « Dans 3 ans, je viendrai chercher mon bien, » dit l'étrange vieillard. Puis il disparut en boitant derrière les arbres. Sur le sentier, en revenant, le meunier vit son épouse qui volait à sa rencontre, les cheveux défaits et le tablier en bataille. « Mon époux, dit-elle, quand l'heure a sonné, une pendule magnifique a pris place sur le mur de notre maison. Des chaises recouvertes de velours ont remplacé nos chaises rustiques, le garde-manger s'est mis à se remplir de gibier et tous nos coffres débordent. Que se passe-t-il » Et à ce moment précis, des bagues en or vinrent orner ses doigts, tandis que sa chevelure était prise dans un cercle d'or. « Ah » dit le meunier, qui avec une crainte mêlée de respect vit alors son juste au corps se transformer en satin et ses vieilles chaussures aux talons si éculés qu'il marchait incliné en arrière laisser la place à de précieux souliers. « Eh bien, tout cela nous vient d'un vieil étranger, » parvint-il à balbutier. « J'ai rencontré dans la forêt un homme étrange, vêtu d'un manteau sombre, qui m'a promis abondance de biens si je lui donnais ce qui est derrière le moulin. Que veux-tu, chère femme? Nous pourrons bien planter un autre pommier. » « Oh, mon cher mari, » gémit l'épouse comme foudroyée. Cet homme au manteau sombre, c'était le diable, et derrière le moulin il y a bien le pommier, mais aussi notre fille qui balaie la cour avec un balai de saule. Et les parents de rentrer chez eux d'un pas chancelant, répandant des larmes amères sur leurs beaux habits. Pendant 3 ans, leur fille resta célibataire. Elle avait un caractère aussi doux que les premières pommes de printemps. Le jour où le diable vint la chercher, elle prit un bain, enfila une robe blanche et se plaça au milieu d'un cercle qu'elle avait tracé à la craie autour d'elle. Et quand le diable tendit la main pour s'emparer d'elle, une force invisible la repoussa à l'autre bout de la cour. « Elle ne doit plus se laver, » hurla-t-il, « sinon je ne peux pas l'approcher. » Les parents et la jeune fille furent terrifiés. Quelques semaines passèrent. La jeune fille ne se lavait plus, et bientôt ses cheveux furent poisseux, ses ongles noirs, sa peau grise, ses vêtements pleins de crasse. Chaque jour, elle ressemblait de plus en plus à un animal sauvage. Alors, le diable revint. La jeune fille se mit à pleurer. Ses larmes coulèrent tant sur ses paumes et le long de ses bras que bientôt ses mains et ses bras furent parfaitement propres, comme immaculés. Foudrage, le diable hurla. « Coupe-lui les mains, sinon je ne peux pas m'approcher d'elle. » Le père fut horrifié. Le père était tellement terrifié qu'il obéit. Implorant le pardon de sa fille,
il se mit à aiguiser sa hache. Sa fille accepta son sort. « Je suis ton enfant, dit-elle, fais comme tu dois. » Ainsi fit-il, et nul ne sait qui cria le plus fort, du père ou de son enfant. Quand le diable revint, la jeune fille avait tant pleuré que les moignons de ses bras étaient de nouveau propres, et de nouveau il se retrouva à l'autre bout de la cour quand il voulut se saisir d'elle. Il lança des jurons qui allumèrent de petits feux dans la forêt. Puis il disparut à jamais, car il n'avait plus de droit sur elle. Le père avait vieilli de 100 ans, tout comme son épouse. Ils s'efforcèrent de continuer de vivre comme de vrais habitants de la forêt qu'ils étaient. Le vieux père proposa à sa fille de vivre dans un grand et beau château, entouré pour la vie de richesses et de joyaux. Mais elle répondit qu'elle serait mieux à sa place en mendiant désormais sa subsistance et en dépendant des autres pour vivre. Elle entoura donc ses bras d'un linge propre, et à l'aube elle quitta la vie qu'elle avait connue. Elle marcha longtemps. Quand le soleil fut au zénith, la sueur traça des rigoles sur son visage maculé. Le vent la décoiffa jusqu'à ce que ses cheveux ressemblent à une botte de foin. Au beau milieu de la nuit, elle arriva devant un jardin royal où la lune faisait briller les fruits qui étaient suspendus aux arbres. Un large fossé rempli d'eau entourait le verger, et elle ne put y pénétrer. Puis elle tomba à genoux, car elle mourait de faim. Alors, un esprit vêtu de blanc apparut et toucha une des écluses de la douve qui se vida. La jeune fille s'avança parmi les poiriers. Elle n'ignorait pas que chaque fruit, d'une forme parfaite, avait été compté et numéroté, et que le verger était protégé par des gardes. Néanmoins, dans un craquement léger, une branche s'abaissa vers elle de façon à mettre à sa portée le joli fruit qui pendait à son extrémité. Elle posa les lèvres sur la peau dorée d'une poire et la mangea debout sous la clarté lunaire, ses bras enveloppés d'une étoffe légère, ses cheveux en désordre. La scène n'avait pas échappé au jardinier, mais il n'intervint pas, car il savait qu'un esprit magique gardait la jeune fille. Le lendemain matin, le roi vint compter ses poires. Il s'aperçut qu'il en manquait une, mais il eut beau regarder partout, il ne put trouver le fruit. Le jardinier expliqua. La nuit dernière, 2 esprits ont vidé le fossé de son eau, sont entrés dans le jardin quand la lune a été haute, et une jeune femme qui n'avait pas de main a mangé la poire qui s'était offerte à elle. Le roi dit qu'il monterait la garde la nuit suivante. Quand la nuit tomba, il arriva avec son jardinier et son magicien qui savaient comment parler avec les esprits. Tous 3 s'assirent sous un arbre et attendirent. Minuit sonné, la jeune fille sortit de la forêt, flottant avec ses bras sans main, ses vêtements sales en lambeaux, ses cheveux en désordre et son visage sur lequel la sueur avait tracé des rigoles. L'esprit vêtu de blanc était à ses côtés. Ils pénétrèrent dans le verger de la même manière que la veille, et de nouveau un arbre mit une branche à la portée de la jeune fille en se penchant gracieusement vers elle, et elle consomma à petits coups de dents le fruit qui penchait à son extrémité. Le magicien s'approcha d'eux avec précaution. « Es-tu ou n'es-tu pas de ce monde ?» demanda-t-il. Et la jeune fille répondit. « J'ai été de ce monde, et pourtant je n'en suis plus.
roi interrogea le magicien. Est-elle humaine ou est-ce un esprit? Le magicien répondit qu'elle était sans doute les deux à la fois. Le cœur du roi bondit dans sa poitrine et il s'écria: Je ne t'abandonnerai pas. À dater de ce jour, je veillerai sur toi. Dans son château, il fit faire pour elle une paire de mains en argent que l'on attacha à ses bras. Ainsi, le roi épousa-t-il la jeune fille sans main. Au bout de quelque temps, le roi dut partir guerroyer dans un lointain royaume, et il demanda à sa mère de veiller sur sa jeune reine, car il l'aimait de tout son cœur. Si elle donne naissance à un enfant, envoyez-moi tout de suite un message. La jeune reine donna bientôt naissance à un bel enfant. La mère du roi envoya à son fils un messager pour lui apprendre la bonne nouvelle. Mais en chemin, le messager se sentit fatigué, et quand il s'approcha d'une rivière, le sommeil le gagna si bien qu'il s'endormit au bord de l'eau. Le diable sortit de derrière un arbre et substitua au message un autre disant que la reine avait donné naissance à un enfant qui était mi-homme, mi-chien. Horrifié, le roi envoya néanmoins un billet dans lequel il exprimait son amour pour la reine et toute son affection dans cette terrible épreuve. Le jeune messager parvint à nouveau au bord de la rivière, et là il se sentit lourd, comme s'il sortait d'un gros festin, et il s'endormit bientôt. Là-dessus, le diable fit son apparition et changea le message contre un autre qui disait « Tuez la reine et son enfant ». La vieille mère, bouleversée par l'ordre émis par son fils, envoya un messager pour avoir la confirmation. Et les messagers firent l'aller-retour. En arrivant au bord de la rivière, chacun d'eux était pris de sommeil, et le diable changeait les messages qui devenaient de plus en plus terribles. Le dernier disant « Gardez la langue et les yeux de la reine pour me prouver qu'elle a bien été tuée. » La vieille mère ne pouvait supporter de tuer la douce et jeune reine. Elle sacrifia donc une biche, prit sa langue et ses yeux, et les tint en lieu sûr. Puis elle aida la jeune reine à attacher son enfant sur son sein, lui mit un voile, et lui dit qu'elle devait fuir pour avoir la vie sauve. Les femmes pleurèrent ensemble et s'embrassèrent. Puis elles se séparèrent. La jeune reine partit à l'aventure, et bientôt elle arriva à une forêt qui était la plus grande, la plus vaste qu'elle avait jamais vue. Elle tenta désespérément d'y trouver un chemin. Vers le soir, l'esprit vêtu de blanc réapparut et la guida à une pauvre auberge tenue par de gentils habitants de la forêt. Une autre jeune fille vêtue d'une robe blanche la fit entrer en l'appelant « Votre Majesté » et déposa le petit enfant auprès d'elle. « Comment sais-tu que je suis reine ?» demanda-t-elle. « Nous, les gens de la forêt, sommes au courant de ces choses-là, Votre Majesté. Maintenant, prenez le temps qu'il vous faudra et reposez-vous. » La reine passa donc 7 années à l'auberge, où elle mena une vie heureuse auprès de son enfant. Petit à petit, ses mains repoussèrent. Ce furent d'abord les mains d'un nourrisson, d'un rose nacré, puis des mains de petite fille, et enfin des mains de femme. Pendant ce temps, le roi revint de la guerre. Sa vieille mère l'accueillit en pleurant. « Pourquoi as-tu voulu que je tue 2 innocents ?» demanda-t-elle en lui montrant les yeux et la langue. En entendant la terrible histoire, le cœur du roi se brisa et il pleura sans fin.
Devant son immense chagrin, sa mère lui révéla la supercherie et lui avoua qu'il s'agissait là des yeux et de la langue d'une biche, car elle avait fait partir la reine et son enfant dans la forêt. Le roi fit le vœu de rester sans boire et sans manger, et de voyager jusqu'aux extrémités du ciel pour les retrouver. Il chercha pendant 7 ans. Ses mains devinrent noires, sa barbe se fit brune comme de la mousse, ses yeux rougirent et sa peau se dessécha. Il ne mangeait rien, ne buvait pas, mais une force plus puissante que lui l'aidait à se maintenir en vie. À la fin, il parvint à l'auberge tenue par les gens de la forêt. La femme en blanc le fit entrer et il s'allongea complètement épuisé. Elle lui posa un voile sur la tête, il s'endormit, et tandis qu'il respirait profondément, le voile glissa petit à petit de son visage. Quand il s'éveilla, une jeune femme et un bel enfant le contemplaient. « Je suis ton épouse, et voici ton enfant. » Le roi ne demandait qu'à la croire, mais il s'aperçut qu'elle avait des mains. « Mes labeurs et mes soins les ont fait repousser, » dit la jeune femme. Alors la femme en blanc tira les mains en argent du coffre dans lequel elles étaient conservées. Le roi se leva, embrassa chaleureusement son épouse et son enfant, et ce jour-là, la joie fut immense au cœur de la forêt. Tous les esprits et les habitants de l'auberge prirent part à un splendide festin. Par la suite, le roi, la reine et leur fils revinrent auprès de la vieille mère et se marièrent une seconde fois. L'histoire du soir. Cette année, durant l'été, vint s'établir près de chez moi, dans une petite maison depuis longtemps inhabitée, une sorte de vieux petit bonhomme très propre, très droit, à l'air très doux, très timide, et vers qui tout de suite alla ma sympathie. Oui, ma foi, rien que de le voir, j'avais senti de mon âme à la sienne comme une correspondance d'idées, déjà intime et profonde. Il semblait, tant ses allures étaient humbles, demander pardon de sa présence à toutes les choses, à tous les êtres, à toute la nature. Sur les routes, il s'effaçait non par crainte mais par modestie devant les chiens rôdeurs. Il eût fait certainement des détours de plusieurs kilomètres pour ne pas contrister de son approche un oiseau sur sa branche ou un rat dans un trou. Je fus charmé de la venue en ce pays de ce petit bonhomme dont sur un premier regard échangé à notre première rencontre, je songeais qu'il pourrait me devenir un compagnon fidèle et utile. Ici, je suis très seul, trop seul. Et hormis le temps des repas et les courtes heures où je lis le petit journal, je m'ennuie. Je m'ennuie immensément. Tous les gens qui m'entourent sont socialement parlant ou trop au-dessus de moi, ou trop au-dessous. Chose curieuse, il n'en est pas un seul avec qui je sois, comment dire cela, de plein pied. Pas un avec qui j'aurais plaisir à me lier. Il n'y a pas un commerçant retiré des affaires, pas un fonctionnaire retraité, pas même un ancien capitaine d'infanterie, personne enfin dont l'intelligence, la conception de la vie, la moralité et les goûts soient équivalents des miens. Des paysans qui me détestent et me jalousent, des gros bourgeois qui méprisent ma médiocrité, des grands seigneurs qui m'éclaboussent de leur luxe, voilà ce dont se compose ce petit village extraordinaire où je vis. Je n'ai pas d'autres ressources intellectuelles que moi-même, et l'on avouera que c'est dur, l'hiver surtout où les nuits sont si longues à la campagne. Et les bêtes, me direz-vous, les bêtes sont une compagnie délicieuse.
Eh bien, parlons-en. Les chiens, on me les vole. Les chats, on me les mange. J'ai eu un mouflon. Oui, un mouflon. Il était affectueux et drôle. Il est mort de s'être un jour de gelée blanche trop gavé de luzerne. Vraiment, en ce village, je suis aussi abandonné que si j'habitais le centre mystérieux de l'Afrique et la vie m'y est davantage hostile. Aussi vous pensez si j'accueillis avec joie l'apparition inespérée d'un pareil voisin. Et dès les premiers jours où je le rencontrai, je me suis mis en devoir de lui adresser 1000 et 1000 politesses, discrètes et muettes, il est vrai, mais éloquentes en diable. Le petit bonhomme ne s'y méprit point, et je vis à l'expression reconnaissante de ses yeux que ses sentiments étaient à l'unisson des miens. Il ne nous restait donc plus que l'heureux hasard ou la droite combinaison qui mettrait en présence nos deux timidités, nos deux solitudes, et ferait des deux inconnus de la veille deux désormais inséparables amis. Cela arriva un après-midi, car nous dirigions nos promenades aux mêmes heures et dans les mêmes endroits. Je ne sais plus à propos de quoi. Je me nommai, il se nomma, il s'appelait Monsieur Justin Durand, ancien pharmacien à Grenelle. C'était bien la dernière profession que sur sa mine j'eusse donnée à mon futur ami. Les pharmaciens ont en général des airs effrontés et bohèmes qui, comme on l'a vu, n'étaient pas du tout ceux de Monsieur Justin Durand. Ils sont tranchants dans leurs idées, libres penseurs, affectent en politique des opinions radicales. Or mon voisin semblait l'opposé de cette sorte d'homme. Je l'emmenai le soir même à la maison, et malgré ses protestations, je le retins à dîner. Au dessert, pour exciter sa confiance, je lui avais raconté ma vie, en l'enjolivant d'événements extraordinaires qui ne m'étaient pas arrivés et de traits d'héroïsme aussi brillants que faux. « Et vous ?» dis-je à mon nouvel ami, car rien ne vous fait l'ami de quelqu'un comme ces récits où l'on apparaît devant lui chevaleresque et sublime. Et vous, vous devez avoir eu une existence curieuse et bien remplie. Oh, moi, fit Justin Durand sans trop d'embarras et avec un sourire mélancolique. Moi, j'ai été cocu. Telle fut ma vie. Ah, je comprends, m'écriai-je, et je vois d'ici la scène terrible et sanglante. Vous avez tué les deux larrons de votre honneur, les deux misérables larrons de votre honneur. Ma foi, non, répondit doucement Justin Durand. D'ailleurs, pensez que jamais personne ne fut plus, ni même autant cocu que je l'ai été. Et s'il m'avait fallu tuer tous les larrons de mon honneur, comme vous dites, ma vie tout entière se fût passée à cet exercice. Mais alors, je n'étais plus tout jeune quand je me mariai, et la femme que j'avais choisie était beaucoup trop jolie pour un pauvre homme comme moi. Je m'aperçus tout de suite que je ne serais pas heureux. J'ai l'air d'être bête parce que je suis gauche et timide, mais j'ai pourtant de la perspicacité, et je vois bien des choses que je n'ai pas l'air d'avoir vues. Non, je ne suis pas si bête qu'on le croit. 2 mois après mon mariage, je savais très bien que j'étais cocu. 2 mois après, clamai-je avec horreur. Mais vous ne vous êtes pas révolté? Ma femme avait pris sur moi un empire considérable, continua Justin Durand. Je tremblais devant elle comme un petit enfant. C'était une femme violente et qui eût été capable de me battre. Je ne puis supporter les scènes. Je ne dis rien. Voici comment les choses se passaient. J'avais 3 élèves à la pharmacie, 2 blonds et un brun, jolis garçons, ma foi, et solides gaillards. Pour l'amour, ils étaient mieux bâtis que moi. Ma femme, sous un prétexte quelconque,
je dis quelconque car vraiment ces prétextes étaient à peine dissimulés, les faisait monter dans sa chambre à tour de rôle et dans l'ordre suivant. Les deux blonds d'abord, le brun ensuite. Lorsqu'ils entraient, il la trouvait au milieu de la chambre, debout et toute nue, et elle leur a dit cela chaque jour pendant plus de 15 ans, « Monsieur Charles, ou Monsieur Henri, ou Monsieur Frédéric, soyez donc assez aimable pour me remettre ma chemise, je ne sais où est ma femme de chambre. J'ai beau la sonner, elle ne vient pas. » Et il lui remettait sa chemise, vous devinez comment. C'est un peu fort. Et pourquoi ne la chassiez-vous pas de chez vous? À quoi bon? D'ailleurs, leur temps fini, ils partaient. Il fallait bien que je les remplace. Eh bien, moi, j'aurais choisi de très laids, des bossus. Les laids, les bossus, les petits, les grands, les jeunes, les vieux, tout était bon à ma femme. Cela dura 15 ans. Mais depuis Messaline, on n'a jamais vu ça. On ne voit pas tout dans les ménages, reprit philosophiquement Justin Durand. Mais il y a mieux. Après 15 années de cette existence, un matin ma femme me dit qu'elle avait mal au foie et qu'il lui fallait s'en aller à Vichy. Je ne fus pas dupe de ce prétexte qui semblait inaugurer un nouvel état de choses. Mais que vouliez-vous que je fisse? Elle partit. Voilà 6 ans de cela, et elle n'est pas revenue. Où est-elle maintenant? Je n'en sais rien. Je ne suppose pas qu'elle continue une cure qu'elle n'a pas dû commencer. Enfin, vous en voilà débarrassé. Oui, mais elle me manque. Elle me manque le soir surtout. Nous avions l'habitude de passer ensemble nos soirées. Nous ne nous disions rien, il est vrai, mais elle était là. Elle lisait des romans, moi j'inventais des sirops antiseptiques, des granules contre la tuberculose. Enfin, elle me manque. J'ai cru la remplacer en allant au café le soir prendre un boc et lire les feuilles publiques. Eh bien, non, ce n'est plus la même chose. Je l'ai attendue 6 ans. Pendant 6 ans, chaque jour, j'ai fait mettre à table son couvert. J'ai fait préparer le soir par la femme de chambre ses petites affaires dans le cabinet de toilette. Je pensais qu'elle reviendrait. Elle aurait, en rentrant, trouvé les choses posées comme au jour où elle me quitta. Je n'y pense plus maintenant. Je ne l'espère plus. Alors j'ai vendu la pharmacie, donné congé de mon appartement. Et depuis que je suis ici à la campagne, en pleine nature, cela va mieux. Oui, je commence même à me moquer de ma femme. Et savez-vous à quoi je pense en ce moment? Il eut un petit rire triste et se frotta les mains. De longues mains grises et sèches et flétries qui faisaient l'une contre l'autre un bruit de papier froissé. Eh bien, je songe que si ma femme revenait et qu'elle vit la pharmacie vendue, l'appartement vide, elle serait bien étonnée, bien étonnée. Et cela serait drôle qu'elle fût obligée d'aller coucher à l'hôtel. Nous nous levâmes de table et nous attaquâmes notre première partie de piquet. L'histoire du soir.
Demi-bourgeois et presque riche, il avait, chose invraisemblable, toujours vécu en paysan. Bien mieux, ayant perdu sa femme, il se permit l'idée bizarre de donner tout son bien à des parents éloignés pour ne garder qu'une rustique maisonnette avec quelques 100 mètres de terrain autour. Juste ce qu'il pourrait cultiver lui-même. Et depuis ce temps, il vivait seul, heureux et seul dans la familiarité de la nature. C'est pour cela que les gens du pays le croyaient fou. Rien de joli d'ailleurs, comme le petit domaine qu'il s'était arrangé au Clos Saint-Laz. Un ermite à le voir s'en serait rendu amoureux. Ce que j'appelais tout à l'heure maisonnette, faute de trouver le terme exact, n'était en réalité qu'un creux de rocher que fermait un mur percé d'une fenêtre et d'une porte. Mais le mur était si blanc, un si beau rosier enguirlandait la fenêtre, et de si vigoureuses broussailles faisaient corniche à la place du toit, que cette logette valait un château. À 2 pas, une source claire jaillissait. Quelques oliviers, un carré de blé, un cordon de vigne assuraient amplement la subsistance du propriétaire. Mais sur ce sol montueux, tout hérissé d'énormes pierres qu'il aurait fallu attaquer à la mine, bien des coins demeuraient incultes. Le bonhomme les mettait à profit pour y planter toutes sortes de fleurs curieuses et rares qu'il allait chercher dans la montagne. Seulement, n'étant pas ingrat et voulant rendre à la montagne un peu de ce qu'il lui prenait, il y semait des fleurs de jardin aux endroits les plus solitaires. Quand je le connus, du plus loin que je me souvienne, c'était un homme très vieux, tout blanc, et si affaibli par le grand âge qu'il était obligé la plupart du temps de laisser les 3/4 de son bien en friche. Il avait des idées étranges là-dessus, prétendant que tout homme ne doit demander que sa part à la terre. Il lui arrivait rarement de rentrer toute sa vendange. Son plaisir était de laisser les plus belles grappes sur le cep. Il faut bien, disait-il, quelques raisins mûrs pour les grives. Mais les grives n'étaient pas seules à picorer dans sa vigne. La vigne à personne, comme nous disions entre galopins. Et la plus grosse part nous revenait de ces muscats amollis et cuits, si doux que le sucre brûlait la langue. Le père Noé aimait les petits et nous tolérait volontiers. Par exemple, chez lui, défense absolue de toucher au nid et de faire du mal à quoi que ce fût. Le père Noé se montrait sur ce point méticuleux comme un bouddhiste. Aussi son clos nous faisait-il l'effet, dans nos imaginations enfantines, d'un second paradis terrestre où vivaient heureuses, en pleine liberté, toutes les bestioles de la création, sans compter les oiseaux bruyants et innombrables, et de superbes lézards verts qui se chauffaient au soleil un peu partout le long des muraillettes. Des lapins ignorants du coup de fusil venaient effrontément galoper et cabrioler à la barbe de leur protecteur, car il y avait vraiment de tout dans ce bienheureux Clos Saint-Laz. De tout, même un vieux chêne crevassé où logeait un essaim d'abeilles. Le père Noé, qui semblait savoir parler aux bêtes, sans les tuer ni les mettre en fuite, leur prenait à chaque printemps quelques rayons de miel. Du miel sauvage, du miel d'ours dont il nous faisait des tartines. Et nous étions fiers, pensez donc, de manger ainsi du miel d'ours. Un après-midi, comme il était en train de faire la moisson de son blé, le père Noé fut pris d'un malaise. Il appela un voisin qui dut l'aider à regagner la maisonnette, car ses jambes ne le portaient plus. On rentra les gerbes coupées, mais il fallut laisser sur pied ce qui restait. Puisque je n'ai pas pu couper mon blé moi-même, c'est un signe que je n'aurai plus besoin de tant de pain,
disait-il. On lui fit remarquer qu'il y avait sacrilège à laisser périr le bon grain. Attendez l'hiver, attendez, les oiseaux me donneront raison, disait-il. Et comme le Père Noé passait pour un peu sorcier, tout le monde augura qu'il sentait sa fin, qu'il mourrait bientôt et que la saison serait mauvaise. En effet, cette année-là, décembre s'annonça terrible. Les montagnes d'abord apparurent ourlées de neige à leur crête. Puis la neige gagna les plaines, et le vent des Alpes soufflant, des flocons se mirent à tomber lents et drus. Au bout de 2 jours, quand le temps s'éclaircit, toute la campagne à perte de vue était blanche. Les fossés étaient comblés, les haies recouvertes, et sans les lignes de grands noyers, on n'aurait pas pu reconnaître les routes. Et un froid dur avec cela, si dur que les rochers mouillés se recouvraient partout d'une croûte de givre. Un matin, ma grand-mère, qui était prieuresse des pénitents bleus, prit sa chaufferette et sa mante. « Où allez-vous, grand-mère ? » ?»« Gardez jusqu'à ce soir le Père Noé qui est au plus mal, et lui porter une bouteille de vin cuit. » Malgré le froid, malgré la neige, comme le soleil s'annonçait beau, elle consentit à m'emmener. « Et dites-moi, grand-mère, l'hiver, comment font les oiseaux pour vivre ? » ?»« Un peu comme ils peuvent, mon mignot. Ceux qui ont de bonnes ailes s'en vont dans des pays où l'on a toujours chaud, par-delà la mer, en Afrique. Les autres, oui, les autres, ceux qui n'ont pas de bonnes ailes, eh bien, les autres mangent ce qu'ils trouvent, les baies des buissons, les épis oubliés aux champs. Mais quand la neige cache les buissons et recouvre les champs, alors que veux-tu ? Ils ont faim et ils meurent. Je me rappelais précisément avoir vu le matin même un moineau mort près de la fontaine. Et comme aucun oiseau ne se montrait le long de la route, je fus pris d'une vague tristesse, m'imaginant qu'en effet tous étaient morts. Mais à Saint-Laz, quelle surprise! Sitôt la barrière dépassée, au-dessus du champ de méteilles, avec des cris, des froufrous d'ailes, un nuage noir s'éleva. C'étaient des milliers d'oisillons qui, effrayés par notre vue, se postèrent en observation à la cime des arbres. Puis l'un d'entre eux se hasarda à revenir, un second l'imita, d'autres suivirent. Et bientôt toute la bande s'abattit de nouveau sur les épis noircis et les tiges brouillées du morceau de moisson que le Père Noé avait voulu laisser debout. Ah, les braves petits oiseaux! C'était affaire à eux de secouer la neige qui tenait les chaumes courbés. De tous les coins de l'horizon, friquets, pinsons, chardonnerets venaient pour avoir leur part de l'aubaine. Et se réchauffant à un rayon de soleil que laissait entrer la porte ouverte, le Père Noé de sa cabane contemplait cela en souriant. En voici encore. Mais d'où viennent-ils en si grand nombre, monsieur Noé ? Figure-toi, petit, que l'autre jour, j'avais donné commission à un merle d'aller publier par toute la contrée que la table était mise ici, chez un vieux fou qui va partir et qui a du blé. La commission, paraît-il, a été bien faite. Puis montrant dans un coin un sac qui n'était qu'à moitié vide. Mon métail n'y suffira pas. Je vous charge, quand je serai mort, de leur distribuer encore ceci. Le Père Noé s'était éteint paisiblement. Je m'en allai au clos Saint-Laz avec quelques mal peignés de mon âge pour assister à la cérémonie. La neige avait un peu fondu
Maintenant, sur le chemin, tout le long des haies, des kyrielles d'oisillons ragaillardis piquaient du bec en gazouillant. Regarde-les, regarde-les voler. Écoute comme ils chantent. Le curé ne leur fait pas peur. Et nous restâmes persuadés, avec raison peut-être, que c'étaient les oiseaux du Clos Saint-Laz, les oiseaux mangeurs de méteilles qui suivaient ainsi le convoi, accompagnant pieusement leur ami jusqu'au cimetière. L'histoire du soir. Le mariage de Lord Saint-Simon et son curieux dénouement a cessé depuis longtemps d'être un sujet d'intérêt dans le milieu aristocratique qui forme l'entourage de l'infortuné marié. De nouveaux scandales l'ont éclipsé, et leurs détails plus piquants ont détourné les conversations de ce drame, déjà vieux de 4 ans. Mais les faits qui s'y rattachent n'ont jamais été bien connus du public. De plus, mon ami Sherlock Holmes a grandement participé à la solution du problème, et en publiant ses mémoires, je croirais manquer à ma tâche en ne relatant pas cet étrange épisode. Quelques semaines avant mon mariage, au temps où je demeurais avec Holmes dans Baker Street, mon ami, au retour d'une promenade, trouva une lettre sur la table du salon. Je n'étais pas sorti de la journée, le temps s'était mis à la pluie et au vent, et je souffrais de la balle dont j'avais été atteint en Afghanistan et qui n'avait pu être extraite. Donc allongé sur une chaise, les jambes croisées, je m'étais entouré d'un monceau de journaux. Lorsque je les eus tous lus et éparpillés autour de moi, je demeurai paresseusement étendu, sans penser à grand-chose, me demandant toutefois de qui pouvait venir la lettre dont j'avais sous les yeux le cachet armorié. « Vous avez là une lettre très élégante, » dis-je à Holmes quand il rentra. « Cela contraste avec vos lettres de ce matin qui, si je ne me trompe, étaient écrites par un marchand de poissons et par un douanier. » « Oui, ma correspondance a certainement le charme de la variété, » me répondait-il en souriant. « Et les plus humbles missives sont souvent les plus intéressantes. Celle-ci m'a tout l'air d'une de ces malencontreuses convocations à vous ennuyer ou à mentir. » Il brisa le cachet et parcourut la lettre. « Mais voilà qui pourrait bien ne pas être banal. Rien de mondain alors. Non, c'est tout à fait professionnel. Et cela vient d'un membre de l'aristocratie, d'un des premiers de l'Angleterre. Mon cher ami, je vous félicite. Je vous assure, Watson, et cela sans la moindre affectation, que la position sociale d'un client m'est parfaitement indifférente. Je ne considère jamais que le plus ou le moins d'intérêt de son affaire, et il est possible que celle-ci en présente une certaine dose. Vous avez lu les journaux d'une façon suivie dernièrement, n'est-ce pas? Oui, plutôt, dis-je mélancoliquement en désignant du doigt un énorme tas de journaux qui gisait dans un coin. Je n'ai pas autre chose à faire. C'est très heureux, car vous allez peut-être pouvoir me renseigner. Je ne lis jamais que les nouvelles judiciaires et les correspondances personnelles. Celles-ci sont toujours instructives. Mais si vous êtes bien au courant des nouvelles, vous devez connaître l'histoire de Lord Saint-Simon et de son mariage. Oui, je l'ai suivi avec le plus grand intérêt. Très bien. Cette lettre est précisément de Lord Saint-Simon. Je vais vous la lire, et en échange, vous me chercherez dans ces journaux tout ce qui a trait à ce sujet. Voici ce qu'il dit. Mon cher monsieur Sherlock Holmes, Lord Backwater m'affirme que je puis m'en rapporter entièrement à votre jugement et à votre discrétion. Je me suis donc décidé à venir vous voir et à vous consulter au sujet de l'incident si pénible qui s'est produit lors de mon mariage. Monsieur Lestrade de Scotland Yard s'occupe déjà de l'affaire,
mais il m'assure qu'il ne voit aucun inconvénient à votre coopération et qu'il la juge même très utile. Je passerai chez vous à 4 heures de l'après-midi, et si vous aviez quelque autre engagement à cette heure-là, j'espère que vous voudrez bien vous rendre libre, car je viens vous entretenir d'une chose de la plus haute importance. Sincèrement à vous, Robert Saint-Simon. C'est daté de Grosvenor Mansions, c'est écrit avec une plume d'oie, et le noble lord a eu la guigne de tacher d'encre le bord extérieur du petit doigt de sa main droite, remarqua Holmes en repliant la lettre. Il dit 4 heures, il en est 3. Il sera par conséquent ici dans 1 heure. J'ai donc juste le temps, avec votre concours, de me mettre au courant. Parcourez ces journaux et mettez-moi les articles par ordre chronologique pendant que je vais voir qui est notre client. Il prit un volume rouge dans une série d'annuaires à côté de la cheminée. « Le voilà, » dit-il en s'asseyant et en ouvrant le livre sur ses genoux. Robert Walsingham de Vere Saint-Simon, second fils du duc de Balmoral, armoirie d'azur, né en 1846. Il a 41 ans, ce qui est un âge mûr pour se marier. Il était sous-secrétaire aux colonies dans le dernier ministère. Le duc, son père, a été à un moment ministre des Affaires étrangères. Ils descendent en ligne droite des Plantagenets et des Tudors par les femmes. Je ne vois rien de très instructif dans tout cela. Je crois que j'aurai recours à vous, Watson, pour obtenir des renseignements plus sérieux. C'est très facile, dis-je, car les faits sont tout récents. Cette affaire m'a particulièrement frappé. Je ne vous en avais pas parlé parce que vous aviez déjà une enquête sur le chantier et que vous n'aimez pas dans ces cas-là à être détourné de votre but. Voyons, donnez-moi le résumé de vos articles de journaux. Voici la première mention de cette affaire. Je la trouve dans la colonne du Morning Post. L'article remonte à quelques semaines. Le voici. On annonce les fiançailles et le prochain mariage de Lord Robert Saint-Simon, second fils du duc de Balmoral, avec Miss Hattie Doran, fille unique d'Aloysius Doran, de San Francisco, Californie, États-Unis. Un point, c'est tout. Net et concis, remarqua Holmes en se rapprochant du feu pour se chauffer les jambes. Attendez, je crois avoir vu un entrefilet plus détaillé dans une des feuilles mondaines de la même semaine. Ah, le voici. Il faudra bientôt appliquer le protectionnisme à notre marché matrimonial, car les principes actuels de libre-échange semblent dangereux pour nos produits nationaux. L'une après l'autre, les illustres maisons de la Grande-Bretagne s'allient à nos belles cousines de l'autre côté de l'Atlantique. La liste des prix remportés par ces charmantes envahisseuses s'est encore allongée la semaine dernière. Lord Saint-Simon, qui s'était montré 20 ans durant rebelle au mariage, vient d'annoncer officiellement ses fiançailles avec Miss Hattie Doran, la séduisante fille d'un millionnaire californien. Miss Doran est fille unique, et l'on dit couramment que sa dot sera représentée par plus de 6 chiffres. Il est de notoriété publique que le duc de Balmoral a dû vendre ses tableaux il y a quelques années. Et comme Lord Saint-Simon n'a pas d'autre terre que celle peu importante de Birchmoor, il est évident que l'héritière californienne n'est pas la seule à trouver des avantages dans une alliance qui, chose facile et fréquente de nos jours, transformera une républicaine en une grande dame anglaise. Rien d'autre ? Demanda Holmes en bâillant. Pardon, je continue. Toujours dans le Morning Post, je trouve un article disant que le mariage se fera dans la plus stricte intimité, qu'il aura lieu à Saint-Georges, à Hanover Square, que seule une demi-douzaine d'amis seront convoqués et qu'après la cérémonie, ils se rendront à la maison de Lancaster Gate qu'a louée toute meublée M. Aloysius Doran. 2 jours après, c'est-à-dire mercredi dernier, on raconte que le mariage a eu lieu
et que le voyage de noces se fera chez Lord Backwater auprès de Petersfield. Voilà tout ce qui a été publié avant l'article annonçant la disparition de la mariée. Avant la quoi ? Demanda Holmes en sautant sur sa chaise. La disparition de la mariée. Quand a-t-elle disparu ? Pendant le déjeuner, après la cérémonie. Vraiment ? Mais c'est bien plus intéressant que je ne l'avais cru tout d'abord. C'est même très dramatique. J'ai souvent vu des disparitions avant la cérémonie et quelquefois pendant la lune de miel, mais je ne connais pas d'exemple d'une fuite aussi prompte. Donnez-moi tous les détails, je vous prie. Je vous préviens, ils sont très incomplets. Voici un article d'un journal du matin où je les ai trouvés tous condensés. Il est intitulé « Singulier incident à un grand mariage ». La famille de Lord Robert Saint-Simon est plongée dans la consternation par les étranges et pénibles incidents qui ont accompagné son mariage. La cérémonie a eu lieu hier, comme les journaux l'avaient annoncé, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il nous a été possible de vérifier les étranges rumeurs qui se sont répandues à cette occasion. Malgré les efforts des amis de la famille pour étouffer l'affaire, elle est devenue publique, et il n'y a plus aucun intérêt à taire un événement qui défraie toutes les conversations. La cérémonie très simple eut lieu à Saint-Georges, Hanover Square. Seul y assistait le père de la mariée, la duchesse de Balmoral, Lord Backwater, Lady Alicia Whittington, ainsi que Lord Eustace et Lady Clara Saint-Simon, frères et sœurs du marié. Tous se rendirent ensuite chez M. Aloysius Doran à Lancaster Gate, où un déjeuner avait été préparé. Il paraît qu'à un moment donné, une femme dont on n'a pas su le nom essaya d'entrer de force dans la maison, prétendant qu'elle avait des droits sur Lord Saint-Simon. Cela causa une certaine émotion. Ce n'est qu'après une scène pénible et prolongée qu'elle put être mise à la porte par le maître d'hôtel et le valet de pied. La mariée, qui était heureusement arrivée avant cet incident désagréable, s'était mise à table avec tout le monde. Mais se sentant subitement indisposée, elle rentra quelques instants après dans sa chambre. Son absence se prolongeant, son père alla la chercher et apprit alors de la femme de chambre qu'elle n'était venue que pour prendre un manteau et un chapeau. Elle était ensuite redescendue. Un des valets de pied déclara avoir vu une dame quitter la maison vêtue d'un long manteau, mais n'avoir pu croire un instant que ce fût Lady Saint-Simon. Dès qu'il connut cette disparition, M. Aloysius Doran, accompagné de son gendre, se mit immédiatement en rapport avec la police et déposa une plainte. L'enquête qui se poursuit en ce moment éclaircira vite, espérons-le, cette singulière affaire. Toutefois, hier soir, à la dernière heure, on n'avait aucun indice sur le refuge de la dame. On redoute un crime et on dit que la police a arrêté la femme qui avait voulu pénétrer de force dans la maison. On suppose que soit par jalousie, soit pour un quelque autre motif, cette femme a joué un rôle dans l'affaire. Et c'est tout. Il y a encore un autre entrefilé dans un autre journal du matin, mais suggestif celui-là. Et il dit que Miss Flora Millard, la femme en question, est sous les verrous. Il paraît qu'elle avait été danseuse à l'Allegro et qu'elle connaissait le marié depuis plusieurs années. Pas d'autres détails. Voilà maintenant renseigné sur tout ce qui a été publié au sujet de ce mariage. C'est fort intéressant. Je ne voudrais pas pour un empire avoir manqué l'occasion d'étudier une cause comme celle-ci. Mais on sonne, Watson, et comme il est près de 4 heures, je ne doute pas que ce ne soit notre aristocratique client. N'allez pas vous retirer, je préfère de beaucoup avoir un témoin, ne fût-ce que pour contrôler mes propres souvenirs. Lord Robert Saint-Simon, annonça le groom en ouvrant la porte
et en livrant passage à un gentilhomme à la physionomie agréable et intelligente. Une légère pâleur était répandue sur ses traits. Il avait le nez long, la bouche volontaire, l'œil calme et assuré de l'homme habitué à commander et à être obéi. Il avait de l'agilité dans les mouvements, mais son dos un peu voûté et une légère flexion du genou le faisaient paraître plus âgé qu'il ne l'était réellement. Quand il ôta son chapeau aux bords très relevés, nous vîmes que ses cheveux étaient gris sur les tempes et rares sur le sommet de la tête. Sa mise était des plus soignées, recherchée même. Il portait un col très haut, une redingote noire avec un gilet blanc, des gants jaunes, des bottines vernies et des guêtres de couleur claire. Il s'avança lentement dans la chambre, regardant de droite et de gauche, et jouant de la main droite avec le cordon de son pince-nez cerclé d'or. « Bonjour, Lord Saint-Simon, » dit Holmes en se levant pour saluer. « Veuillez prendre un fauteuil et permettez-moi de vous présenter mon ami et collègue, le docteur Watson. Approchez-vous du feu et exposez-moi votre affaire. » Une affaire des plus pénibles pour moi, comme vous pouvez l'imaginer, monsieur Holmes. J'ai été blessé au vif. Il me semble que vous avez déjà résolu plusieurs questions délicates de ce genre, mais je présume que les héros n'étaient pas des gens du monde. Pour ce qui me concerne, je suis prêt à vous fournir toutes les informations qui pourraient vous être utiles. Merci. Je suis au courant de tout ce qui a été publié, rien de plus. Veuillez me dire, par exemple, si cet article qui relate la disparition de la mariée est rigoureusement exact. Lord Simon le parcourut. Oui, tout ceci est vrai. Cela ne me suffit pas pour me faire une opinion. Je pense que le moyen le plus simple serait de vous interroger. Allez-y. Quand avez-vous rencontré Miss Hattie Doran pour la première fois? À San Francisco, il y a 1 an. Vous voyagiez aux États-Unis? Oui. Vous êtes-vous fiancé à ce moment-là? Non. Mais vous aviez déjà avec elle de bonnes relations d'amitié. Je la trouvais agréable et amusante, elle s'en apercevait sûrement. Son père est très riche. On dit en effet que c'est l'homme le plus riche de la côte du Pacifique. Comment a-t-il fait sa fortune? Dans les mines. Il n'avait pas le sou il y a quelques années. Il trouva un filon, fit de bons placements et s'enrichit très vite. Maintenant, quel est votre avis sur le caractère de la jeune femme, de votre femme? Le gentilhomme agita nerveusement son pince-nez et regarda fixement le feu. Voyez-vous, monsieur Holmes, ma femme avait 20 ans lorsque son père devint un Richard. Elle était habituée à courir seule dans un campement de mineurs, à errer dans les bois et les montagnes, de sorte qu'elle s'est élevée seule en face de la nature et qu'on n'a jamais eu recours pour elle à des professeurs. Elle est ce que nous appelons en Angleterre une luronne, avec une constitution vigoureuse, une nature indépendante et indisciplinée, libre de toute tradition. Elle est impétueuse, volcanique, allais-je dire, rapide dans ses décisions qu'elle exécute sans se préoccuper des conséquences. Mais je ne lui aurais pas donné le nom que j'ai l'honneur de porter si je ne l'avais pas cru douée de sentiments élevés. J'estime qu'elle est capable des plus héroïques sacrifices et qu'il lui serait impossible de faire quoi que ce soit de déshonorant. Avez-vous sa photographie? J'ai apporté ceci. Il ouvrit un médaillon et nous montra le portrait d'une femme ravissante. Ce n'était pas une photographie, mais une miniature sur ivoire. Holmes l'examina longtemps et avec attention.
Puis il referma le médaillon et le rendit à Lord Saint-Simon. Alors, la jeune fille vint à Londres où vous avez eu l'occasion de la voir souvent. Oui, son père l'avait amenée pour la saison. Je la rencontrai dans le monde, nous nous fiançâmes, et enfin je l'épousai. Elle vous apportait, je crois, une dot considérable. Une dot simplement convenable, comme celle qu'on apporte d'habitude dans ma famille. Et cette dot, bien entendu, vous reste maintenant que le mariage est un fait accompli. Je dois vous avouer que je n'en sais trop rien et que je ne l'ai pas demandé. Naturellement. Aviez-vous vu Miss Doran la veille du mariage? Oui. Était-elle gaie? Plus que jamais, et elle ne cessait de faire des plans pour notre vie en ménage. Vraiment, c'est un détail plein d'intérêt. Et le matin du mariage, elle fut aussi gaie que possible, du moins jusqu'après la cérémonie. Et vous avez observé un changement à ce moment-là. Eh bien, à vous dire vrai, elle me donna alors un échantillon de sa vivacité de caractère. Mais l'incident est trop insignifiant pour en parler. Il ne peut avoir aucune importance. Racontez-le malgré tout. Oh, c'est enfantin. En allant à la sacristie, elle laissa tomber son bouquet sur le premier banc. Il y eut un moment d'arrêt dans le cortège, mais le monsieur qui était dans ce banc le lui ramassa, et les fleurs n'avaient assurément pas souffert de cette chute. Malgré cela, elle me répondit brusquement, et dans la voiture entre l'église et la maison, elle me parut d'une agitation ridicule. Avouez que le fait était bien insignifiant. En effet, vous parlez d'un individu qui était dans le banc. Il y avait donc une assistance. Oui, il est impossible d'empêcher le public d'entrer lorsque l'église est ouverte. Ce monsieur n'était pas un ami de votre femme. Non, je l'appelle monsieur par courtoisie, c'était un homme très commun. Je l'ai à peine regardé du reste. Mais il me semble que nous nous écartons beaucoup de notre sujet. Lady Saint-Simon était donc dans une disposition d'esprit beaucoup moins heureuse en revenant de la cérémonie qu'en y allant. Que fit-elle en rentrant chez son père? Je l'ai vue causer avec une femme de chambre. Elle s'appelle Alice, elle est américaine, et elle est venue de Californie avec ses maîtres. Est-ce que c'est une personne de confiance? Oh, à mon avis, elle sort de son rôle, et sa maîtresse lui passe beaucoup trop de liberté. Mais voilà, en Amérique, on n'a pas là-dessus la même manière de voir que nous. Combien de temps causa-t-elle avec cette Alice? Oh, quelques minutes. J'avais bien autre chose en tête et je n'y fis guère attention. Vous n'avez pas entendu ce qu'elle disait. Lady Saint-Simon parla d'enlever une concession, et cela avec l'expression d'argot dont les mineurs se servent. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle a voulu dire. L'argot américain est très expressif parfois. Et que fit votre femme quand elle eut fini de causer avec sa femme de chambre? Elle entra dans la salle à manger. Était-elle à votre bras? Non, seule. Elle est très indépendante dans les circonstances ordinaires de la vie. Au bout de 10 minutes à peu près, elle se leva brusquement, murmura quelques mots d'excuse et sortit. Elle n'est pas revenue depuis. Mais cette Alice raconte, je crois, que votre femme entra dans sa chambre, dissimula son costume de mariée, mit un chapeau et sortit. C'est bien cela. On l'a vue ensuite se promenant dans Hyde Park avec Flora Millard, une femme qui est arrêtée maintenant
et qui le matin avait fait quelques tapages à la porte de M. Doran. D'ailleurs, il me faudrait quelques détails sur cette dame et sur vos relations avec elle. Lord de Saint-Simon haussa les épaules et fronça le sourcil. Nous avons eu des relations amicales, je dirais même très amicales, pendant quelques années. Elle était à l'Allegro. Je l'ai traitée plutôt généreusement, et elle n'a pas raison de se plaindre de moi. Mais vous savez comment sont les femmes, monsieur Holmes. Flora, quoique charmante et très attachée à moi, a la tête chaude. Elle m'a écrit des lettres injurieuses lorsqu'elle a appris mes fiançailles. Et pour dire la vérité, si j'ai voulu que la cérémonie fût aussi simple, c'est parce que je craignais un scandale à l'église. Elle arriva chez M. Doran au moment où nous venions de rentrer et essaya de forcer le passage. Elle employa des expressions insultantes pour ma femme et très menaçantes pour moi. Mais j'avais prévu cette éventualité et donné au domestique l'ordre de la jeter dehors. Elle se calma quand elle vit que ce tapage ne servait à rien. Votre femme a-t-elle entendu cette scène? Non, grâce au ciel. Et on l'a vue se promener ensuite avec cette même femme. Oui, c'est ce que M. Lestrade de Scotland Yard considère comme très grave. On pense que Flora attira ma femme au dehors pour la faire tomber dans quelques pièges. Je ne crois pas que Flora soit capable de faire du mal à une mouche. Pourtant, la jalousie transforme terriblement les caractères. Et quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé? En réalité, je suis venu ici m'en faire une et non exposer la mienne. Je vous ai tout raconté. Mais puisque vous voulez savoir ce que je pense, je vous dirai que les émotions de la cérémonie, l'idée de la position sociale dans laquelle elle se trouvait tout à coup transportée, ont pu produire quelques désordres nerveux dans le cerveau de ma femme. C'est-à-dire qu'elle serait devenue folle. Je ne puis guère trouver d'autre explication. Oui, c'est assurément une hypothèse, dit Holmes en souriant. Maintenant, lord de Saint-Simon, je crois que je suis bien renseigné. Voudriez-vous me dire encore une chose? Étiez-vous assis à table de façon à voir la fenêtre? Nous étions en face et nous pouvions voir l'autre côté de la rue et le parc. Très bien, je crois inutile de vous retenir plus longtemps. Je vous écrirai. Si vous êtes assez heureux pour résoudre ce problème, dit notre client en se levant. Je l'ai résolu. Quoi? Je dis que je l'ai résolu. Alors où est ma femme? Ceci est un détail que je connaîtrai rapidement. Expliquez-moi, dit Watson. Dès le début, il y avait deux faits absolument évidents pour moi. Premièrement, que la jeune fille avait consenti de plein gré à la cérémonie du mariage. Secondement, qu'elle en avait eu le regret quelques minutes avant de rentrer. Il devait donc s'être produit dans la matinée une circonstance qui l'avait fait changer d'avis. Quelle était cette circonstance? La jeune fille ne pouvait avoir parlé à personne au dehors puisqu'elle était avec son fiancé. Avait-elle donc vu quelqu'un? Si oui, ce devait être quelqu'un venant d'Amérique. Elle avait passé peu de temps dans ce pays-ci et ne connaissait sûrement personne ayant sur elle assez d'influence pour bouleverser tous ses plans. Nous voici déjà, par un simple procédé d'élimination, arrivés à l'idée qu'elle avait pu voir un Américain. Quel pouvait être cet Américain, et pourquoi avait-il une telle influence sur elle? Un amoureux, un mari peut-être. Je savais que la jeune fille avait été élevée dans un milieu primitif et bizarre,
Et voilà où j'en étais lorsque Lord Saint-Simon est arrivé. Quand il nous parla de l'homme assis dans le banc, du changement survenu dans la manière d'être de la mariée, de la chute du bouquet, un artifice si communément employé pour recevoir une lettre, de l'entretien de Lady Saint-Simon avec la femme de chambre, sa confidente, la situation devint absolument nette pour moi. La jeune femme était partie avec un homme, et cet homme était un amoureux ou un mari, les chances étant en faveur de la dernière hypothèse. Approchez votre chaise et donnez-moi mon violon, car le seul problème qui nous reste à résoudre est de savoir comment nous tuerons le temps en ces tristes soirées d'automne. L'histoire du soir. Il faut que je devienne quelque chose, disait l'aîné de 5 frères. Je veux être utile en ce monde. Si humble que soit mon métier, si ce que je fais sert à mes semblables, je serai quelque chose. Je veux me faire briquetier. On ne saurait se passer de briques. Je pourrais dire que je suis bon à quelque chose. Oui, dit le second, mais l'ambition est trop basse. Qu'est-ce que c'est que faire des briques? Moi, je préfère être maçon. Voilà du moins une véritable profession. On devient maître et bourgeois de la ville. On a sa bannière et l'entrée à l'auberge de la corporation. Et je finirai par avoir des compagnons sous mes ordres, et ma femme sera appelée Madame la maîtresse. C'est n'être rien du tout, dit le troisième, que d'être maçon. Tu auras beau devenir maître, tu ne sortiras pas du peuple et du commun. Moi, je connais quelque chose de mieux. Je deviendrai architecte. Je vivrai par l'intelligence, par la pensée. L'art sera mon domaine. Je serai au premier rang dans le royaume de l'esprit. Il est vrai qu'il me faudra commencer péniblement. Je serai d'abord apprenti menuisier, je porterai la casquette et non le chapeau de soie noire. Je suivrai mon chemin, j'entrerai à l'Académie des Beaux-Arts et j'apprendrai à dessiner. Et me voilà architecte. Quand on m'écrira, on mettra sur l'adresse « Monsieur un tel bien né » ou peut-être même très bien né. Il n'est pas impossible que l'on ajoute quelque chose à mon nom. Et je construirai aussi bien que les autres ont construit avant moi. Et je bâtirai ainsi ma fortune. C'est ce que j'appelle être quelque chose. Ce que tu prends pour quelque chose, répartit le quatrième frère, me paraît bien peu et presque rien. Moi, je ne veux pas suivre le chemin battu par les autres. Je ne veux pas être un copiste. Je serai un génie original et créateur. J'inventerai un nouveau style d'architecture. Je dresserai le plan des édifices selon le climat du pays, les matériaux qu'on y trouve, l'esprit national et le degré de civilisation. À tous les étages qu'on a coutume d'élever, j'ajouterai un dernier étage auquel je donnerai mon nom et qui éternisera ma renommée. Si ton climat et tes matériaux ne valent rien, tu ne feras rien qui vaille, reprit le cinquième. Je vois bien, d'après tout ce que je viens d'entendre, qu'aucun de vous ne sera vraiment quelque chose, quoi que vous vous imaginiez. Pour être quelque chose, il faut se mettre au-dessus de toute chose. Faites à votre guise, travaillez selon vos aptitudes et vos goûts,
Moi, je raisonnerai sur ce que vous ferez. Je le jugerai et le critiquerai. Il n'est rien dans ce monde qui n'offre un côté imparfait ou défectueux. Je le découvrirai, je le signalerai et j'en parlerai comme il faut. C'est en effet ce qu'il fit, et non sans succès. On disait de lui, ce garçon est une forte tête, un homme entendu et capable, et cependant il ne produit rien. C'était justement parce qu'il ne produisait rien qu'on le croyait quelque chose. L'aîné, qui confectionnait des briques, remarqua bientôt que pour chaque brique, il recevait une pièce de monnaie de cuivre, et quand il y en avait une certaine quantité, cela faisait un écu blanc. Or, quand on arrive avec un écu n'importe où, chez le boulanger, le boucher, etc., la porte s'ouvre toute seule, et vous n'avez qu'à demander ce que vous désirez. Voilà ce que produisent les briques. Il en est qui se fendent, qui se cassent, mais de celles-là même on peut tirer parti. Marguerite la pauvresse voulait se bâtir une maisonnette sur la digue qui arrête les flots de la mer. Elle reçut du briquetier les briques manquées et malvenues, auxquelles quelques-unes belles et entières étaient mêlées. Car l'aîné des 5 frères, quoiqu'il ne s'élevât jamais plus haut que la fabrication des briques, avait bon cœur. La pauvresse construisit elle-même sa maisonnette, qui fut basse et étroite. Cette hutte était du moins un abri, et quelle vue on y avait! On voyait la mer immense, dont les vagues venaient se briser avec fracas contre la digue et lancer leur écume salée par-dessus la maisonnette. Depuis longtemps, le brave homme qui en avait confectionné les briques reposait dans le sein de la terre. Le second frère savait certes mieux maçonner que la pauvre Marguerite, car il avait appris comment il faut s'y prendre. Lorsqu'il eut passé son examen pour devenir compagnon, il boucla sa valise et entonna le chant de l'artisan. Il lui arriva en effet ce que dit la chanson. À son retour, il fut reçu maître. Il construisit plusieurs maisons, l'une suivant l'autre, et elles formèrent une rue qui n'était pas une des moins belles de la ville. Ces maisons finirent par lui en bâtir une à lui-même. Les bonnes gens du quartier te diront « Oui, vraiment, c'est la rue qui lui a construit sa maison. » Ce n'était pas une grande maison. Elle était dallée d'argile, mais lorsqu'on y eut bien dansé à sa noce, l'argile fut aussi polie et luisante qu'un parquet. Les murs étaient revêtus de carreaux de faïence dont chacun portait une fleur, et cela ornait mieux la chambre que la plus riche draperie. C'était en somme une jolie maison et un couple heureux. Au fronton flottait la bannière de la corporation. Compagnons et apprentis, en passant devant, criaient « Hurrah pour notre bon maître !» Oui, il était devenu quelque chose. Le troisième frère, après avoir été apprenti menuisier, après avoir porté la casquette et fait les commissions des compagnons, était entré, comme il l'avait dit, à l'Académie des Beaux-Arts. Il avait obtenu le brevet d'architecte. Dès ce moment, quand on lui écrivait, on mettait sur l'adresse « à monsieur le très bien et très hautement né, etc. » Si la rue que le maçon avait bâtie lui avait rapporté une maison, cette rue reçut le nom du troisième frère, et la plus belle maison de cette rue lui appartint.
C'était être quelque chose à coup sûr que d'avoir de beaux titres à placer devant et après son nom. Sa femme était une dame de qualité, et ses enfants étaient considérés comme des enfants de la haute classe. Quand il mourut, son nom continua d'être inscrit au coin de la rue et d'être prononcé par tous. Oui, celui-ci avait été quelque chose. Le quatrième frère, l'homme de génie qui prétendait créer un style nouveau et original et orner les édifices d'un dernier étage qui devait l'immortaliser, n'atteignit pas tout à fait son but. En faisant construire cet étage de nouvelle forme, il tomba et se rompit le cou. Mais on lui fit un magnifique enterrement avec musique et bannières. Les rues où passa son cercueil furent jonchées de fleurs et de joncs. On prononça sur sa tombe 3 oraisons funèbres, l'une plus longue que l'autre, et la Gazette s'encadra de noir ce jour-là. Il eût apprécié hautement ses avantages s'il avait pu en être témoin, car il aimait par-dessus tout qu'on parlât de lui. Il eut son monument funéraire, et c'était toujours quelque chose. Il était donc mort, et ses 3 frères aînés étaient aussi trépassés. Il ne survivait que le 5e, le grand raisonneur. En ceci, il était dans son rôle, car son affaire à lui était d'avoir toujours le dernier mot. Il s'était acquis, comme nous l'avons dit, la réputation d'un homme entendu et capable, quoiqu'il n'eût fait que gloser sur les ouvrages des autres. C'est une bonne tête, disait-on communément. Celui-ci était-il devenu quelque chose ? Son heure sonna aussi, il mourut et arriva à la porte du ciel. Là, on entre toujours 2 à 2. Il avait à côté de lui une autre âme qui demandait aussi à passer la porte. C'était justement Marguerite, la pauvresse de la maison de la digue. C'est assurément un contraste frappant, dit le raisonneur, que moi et cette âme misérable nous nous présentions ensemble. Qui êtes-vous, brave femme, qui voulez entrer au paradis ? La bonne vieille pensait que c'était Saint-Pierre qui lui parlait. « Je ne suis qu'une pauvresse, dit-elle, seule et sans famille. C'est moi qu'on nommait la vieille Marguerite de la maison de la digue. Qu'avez-vous donc fait de bon et d'utile pendant votre vie sur la terre ? Je n'ai rien fait pour mériter qu'on m'ouvre cette porte. Ce sera une bien grande grâce si l'on me permet de me glisser inaperçu dans le paradis. Comment avez-vous donc quitté l'autre monde ? Reprit-il pour causer et se distraire un peu, car il s'ennuyait beaucoup qu'on le fît ainsi attendre. Comment je suis sorti de l'autre monde, je n'en sais trop rien. Pendant mes dernières années, j'ai été malade et bien misérable. Tout à coup, je me suis traîné hors de mon lit et j'ai été saisi par un froid glacial. C'est ce qui m'aura fait mourir. Votre grandeur se rappelle sans doute combien l'hiver a été rigoureux. Heureusement que je n'ai plus à en souffrir. Pendant quelques jours, il n'y eut pas de vent, mais le froid continuait de plus belle. Aussi loin qu'on pouvait voir, la mer était couverte d'une couche de glace. Tous les gens de la ville allèrent se promener sur ce miroir uni. Les uns couraient un traîneau, les autres dansaient sous la tente. D'autres se régalaient dans les buvettes qui étaient installées. De ma pauvre chambrette où j'étais cloué,
j'entendais les sons de la musique et les cris de joie. Cela dura ainsi jusqu'au soir. La lune s'était levée, elle était belle. Pourtant, elle n'avait point tout son éclat. De mon lit, je regardais par-dessus la mer immense. Tout à coup, là où elle touchait le ciel, surgit un nuage blanc d'un aspect particulier. Je le considérai avec attention et j'y aperçus un point noir qui grandit de plus en plus. Je sus alors ce que cela annonçait. Je suis vieille et j'ai de l'expérience. Bien qu'on voie rarement ce signe de malheur, je le connaissais et le frisson me prit. 2 fois déjà dans ma vie je l'avais vu. Je savais que ce nuage amènerait une tempête épouvantable et une haute marée qui engloutirait tous ces pauvres gens ne pensant qu'à se divertir, chantant et buvant, et pleins d'allégresse. Jeunes et vieux, toute la ville était là sur la glace. Qui les avertirait? Quelqu'un remarquerait-il comme moi l'affreux nuage et comprendrait-il ce qu'il présageait? Je me demandais cela avec angoisse, et je me sentis plus de vie et de force que je n'en avais su depuis bien longtemps. Je parvins à sortir de mon lit et à gagner la fenêtre. Je ne pus me traîner plus loin. Je réussis cependant à ouvrir la fenêtre. Je vis tout ce monde courir et sauter sur la glace. Les jeunes garçons criaient « Hurrah !» Servantes et domestiques dansaient en rond et chantaient. Ils s'amusaient de tout cœur. Mais il y avait ce nuage blanc avec le point noir. Je criai tant que je pus, personne ne m'entendit. J'étais trop loin d'eux. Bientôt, la tourmente allait éclater. La glace soulevée par la mer se briserait, et tous seraient perdus. Personne ne pourrait les secourir. Je criais encore de toutes mes forces. Ma voix ne fut pas plus entendue que la première fois. Impossible d'aller à eux, comment donc les ramener à terre? Le bon Dieu m'inspira alors l'idée de mettre le feu à mon lit et d'incendier ma maison plutôt que de laisser périr misérablement tous ces pauvres gens. J'exécutai aussitôt ce dessein. Les flammes rouges commencèrent à s'élever. C'était comme un phare que je leur allumais. Je franchis la porte, mais je restai là par terre. Mes forces étaient épuisées. Le feu sortait par le toit, par les fenêtres, par la porte. Des langues de flammes venaient jusqu'à moi comme pour me lécher. La population qui était sur la glace aperçut la clarté. Tous accoururent pour sauver une pauvre créature qui, pensait-il, allait être brûlée vivante. Il n'y en eut pas un qui ne se précipita vers la digue. Puis la marée monta, souleva la glace et la brisa en 1000 morceaux. Mais il n'y avait plus personne. Tout le monde était accouru vers la digue. Je les avais tous sauvés. La frayeur, l'effort que je dus faire, le froid glacial qui me saisit, achevèrent ma triste existence. Et c'est ainsi que me voilà arrivé à la porte du ciel. La porte du paradis s'ouvrit et un ange y introduisit la pauvre vieille. Elle laissa tomber un brin de paille, un de ceux qui étaient dans son lit lorsqu'elle y mit le feu. Cette paille se changea en or pur,
grandit en un moment, poussa des branches, des feuilles et des fleurs, et fut comme un arbre d'or splendide. Tu vois, dit l'ange au raisonneur, ce que la pauvresse a apporté. Et toi, qu'apportes-tu? Rien, je le sais. Tu n'as rien produit en toute ta vie. Tu n'as même pas façonné une brique. Si encore tu pouvais retourner sur terre pour en confectionner une seule, elle serait sûrement mal faite. Mais ce serait du moins une preuve de bonne volonté. Et la bonne volonté, c'est quelque chose. La vieille petite mère de la maison de la digue prit la parole. « Je le reconnais, dit-elle. C'est son frère qui m'a donné les briques et les débris de briques avec lesquels j'ai bâti ma maisonnette. Quel bienfait ce fut pour moi la pauvresse! Est-ce que tous ces morceaux de briques ne pourraient pas tenir lieu de la brique qu'il aurait à fournir? Ce serait un acte de grâce. » Tu le vois, reprit l'ange, le plus humble de tes frères, celui que tu estimais moins encore que les autres, et dont l'honnête métier te paraissait si méprisable, c'est lui qui pourra te faire entrer au paradis. Tout ce qu'il dit là, pensa en lui-même le raisonneur, aurait pu être exprimé avec plus d'éloquence. Mais il garda sa remarque pour lui seul. Bonne nuit. Bonne nuit.